Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact. On s'intéresse aujourd'hui à la formation professionnelle continue. La formation est un droit dont dispose aujourd'hui chaque salarié, mais ce droit est mal connu. Les dispositifs sont en effet très complexes, tellement complexes que ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur qui en bénéficient le plus. Alors quelques chiffres, en 2007, le taux d'accès à la formation était de 23% pour les titulaires d'un CAP ou d'un BEP, quand il est de 44% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. C'est aussi très difficile de se retrouver dans la jungle des formations quand on compte plus de 58 000 prestataires. Alors, comment rendre ce système à la fois plus égalitaire, plus efficace et surtout plus simple? C'est la question que pose l'Institut Montaigne dans un rapport sans concession intitulé « Formation professionnelle pour en finir avec les réformes inabouties ». Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Marc Ferracci, qui est économiste, spécialiste de la formation professionnelle et qui a co-signé ce rapport. Impact, c'est tout de suite. Marc Ferracci, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Marc Ferracci, vous êtes chercheur au CREST, qui est le Centre de recherche en économie et statistique. Vous êtes aussi maître de conférences à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et vous êtes l'auteur avec Pierre Cahuc, économiste, membre du Conseil d'analyse économique, et André Zilberberg, directeur de recherche au CNRS, du rapport de l'Institut Montaigne qui nous intéresse aujourd'hui sur la formation professionnelle. Votre dernier ouvrage s'intitule « État moderne, État efficace ». Alors, parlons un peu d'efficacité. Justement, vous dressez un bilan extrêmement critique, sans concession, de la réforme de la formation professionnelle et de la formation professionnelle dans notre pays, alors même que l'on sort d'une réforme très importante. La loi date de novembre 2009, une réforme que vous qualifiez d'ailleurs de réforme en trompe-l'œil. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Tout à fait. On dresse un tableau assez critique du système de formation professionnelle dans son ensemble. Et le diagnostic que l'on fait, c'est que la réforme de 2009 s'attaque à certains aspects, mais reste très en deçà de ce que réclamerait une réforme ambitieuse qui soit à la hauteur des enjeux. Quels sont les défauts de notre système? C'est un système, ça a été reconnu par un grand nombre de rapports académiques, mais aussi de rapports institutionnels, c'est un système qui produit et entretient beaucoup d'inégalités, inégalités d'accès à la formation entre les qualifiés et les moins qualifiés, entre les demandeurs d'emploi et les salariés, entre les salariés des petites entreprises et des grandes entreprises. C'est un système qui, ça on le dit un petit peu moins, ne permet pas de faire en sorte que les formations qui sont financées soient parfaitement efficaces. Les quelques évaluations empiriques qui existent de l'impact de la formation sur la productivité, sur les salaires, sur les mobilités, transition professionnelle, suggèrent que la formation n'est pas la potion magique qu'on veut bien croire. Et de ce point de vue, à côté de la question des inégalités d'accès, il y a une question très importante qu'il faut se poser, c'est la question de l'efficacité en termes d'impact des formations. Alors, vous dites même, je vous cite, parce que vous qualifiez le système de complexe, opaque et inefficace, donc vous n'y allez pas de... Tout à fait. Et la troisième caractéristique, vous l'évoquez, c'est la complexité. Depuis maintenant une quarantaine d'années, on a sédimenté des dispositifs, sédimenter des institutions, sédimenter des modes de pilotage et de gouvernance qui sont très peu lisibles de l'extérieur et qui, c'est un élément très important, qui rendent très difficile pour les individus mais aussi pour les entreprises la construction de véritables parcours de formation. Donc la complexité est en lien étroit avec la question de l'efficacité et aussi avec la question des inégalités. Je vous donne un exemple. Certains travaux de la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail, ont montré que la complexité que connaissaient les demandeurs d'emploi dans l'accès à une formation, en particulier la complexité et la difficulté qu'ils avaient à construire des dossiers de financement, contribue à creuser les inégalités. C'est au final entre les qualifiés et les moins qualifiés. D'accord. Concrètement, on propose des formations aux moins qualifiés, mais au final, ce sont les plus qualifiés qui y accèdent parce que le parcours d'obstacles qui mène à la formation discrimine les uns au profit des autres. Et les demandeurs d'emploi, par exemple, ils ne sont pas gagnants dans ce système ? Alors justement, les demandeurs d'emploi, ça fait partie des enjeux de la réforme et ça fait partie des enjeux aussi d'une réforme plus aboutie qu'on promeut. Les demandeurs d'emploi, aujourd'hui, ont des difficultés à accéder à la formation parce que la formation des demandeurs d'emploi est sous-financée. Alors il faut replacer peut-être les choses dans leur contexte et rappeler ce que sont les sommes en jeu en matière de formation professionnelle. C'est pas facile de répondre à cette question parce que le chiffre qui circule habituellement, c'est que la formation représente approximativement 30 milliards d'euros de dépenses par an annuel. En France.
par an. Oui, on parle souvent de la manne de la formation professionnelle. La manne de la formation. Mais alors dans cette manne, il faut faire la part des choses. Il y a ce qui ressort des dépenses directes, c'est-à-dire des dépenses pédagogiques. On achète des prestations de formation. Ça représente finalement ce qu'on appelle le marché de la formation professionnelle, celui dont vivent les prestataires de formation, dont on parle et dont on va reparler. Et à côté de ça, il y a les dépenses indirectes, notamment les dépenses qui sont consenties par les entreprises lorsque leurs salariés partent en formation sur le temps de travail. Évidemment, on leur verse un salaire durant ces périodes-là et ça vient s'ajouter. Donc il y a un coût global de la formation qu'on évalue, même si c'est un petit peu difficile de le faire, entre 28 et 30 milliards d'euros. Et après, il y a, on va dire, le noyau dur, c'est-à-dire les dépenses de formation à proprement parler. 3 défauts du système. Alors, on va y venir, parce que vous parlez de l'obligation de financement qui est imposée aux entreprises. Alors, pour vous, c'est le principal défaut du système et vous proposez de lever cette difficulté. Quel est le lien entre l'obligation légale et ces 3 défauts ? D'abord, sur les inégalités, l'obligation légale, c'est une obligation qui est faite aux entreprises, avec des seuils, pas la même pour chaque taille d'entreprise, de dépenser chaque année une fraction de leur masse salariale pour des actions de formation. Donc elles sont obligées de financer une part de la formation. Soit elles achètent la formation elles-mêmes, soit elles mutualisent à travers un système de mutualisation qui est géré par les partenaires sociaux, qui passe par ce que l'on appelle les OPCA. Et de ce point de vue, elles sont contraintes à un plancher de dépenses. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui vont au-delà, mais elles sont contraintes à un plancher de dépenses. Quel est le lien entre cette obligation légale et les inégalités d'accès à la formation ? Les entreprises n'ont aucune incitation à cibler les dépenses de formation, telles qu'elles ressortent de l'obligation légale, sur les salariés les moins qualifiés ou sur les salariés les plus précaires, les CDD par exemple, de sorte que l'on constate évidemment dans les chiffres que les CDI accèdent beaucoup plus à la formation que les CDD, alors même que la formation devrait être un levier d'employabilité qui permette aux salariés les plus instables de construire des parcours professionnels et de s'inscrire dans une forme de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réfléchir à une évolution progressive et graduelle de notre système. Cette obligation légale qui entretient dans une certaine mesure les inégalités, comme je vous le disais, parce que les entreprises, elles ont plutôt intérêt, si on ne les contraint pas, à investir sur la formation des salariés les plus diplômés, parce que ce sont eux qui ont le plus fort potentiel. Elles n'ont pas intérêt à investir dans la formation des peu qualifiés. Donc l'obligation légale, par son caractère indifférencié, entretient les inégalités d'accès. Il faut résoudre cette question des inégalités d'accès, il faut aussi résoudre la question de l'efficacité. L'obligation légale, ça consiste pour les entreprises qui ont des besoins en dessous du seuil. Le seuil, c'est 1,6% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 20. Pour celles qui ont des besoins en dessous du seuil, ça consiste en une taxe. Bon, vous allez me dire, c'est pas un problème, une taxe. Pourquoi pas ? Pour mutualiser de la formation. On peut aussi vous dire une taxe de plus. Une taxe de plus. Le problème, c'est que cette taxe, comme toute taxe sur la masse salariale, elle est pour partie répercutée sur les salaires, sous forme d'augmentation de salaire moins rapide, de sorte que, même si c'est les entreprises qui déboursent, en réalité, ce sont les salariés qui payent au moins en partie pour la formation professionnelle. Donc ça, c'est pas forcément très efficace, d'autant plus que les salariés les moins qualifiés, en général, accèdent de moins en moins à la formation, et donc ils subissent cette ponction sur les salaires. Toujours sur l'efficacité, pour les entreprises qui ont des besoins qui sont au-dessus du seuil. Là aussi, l'obligation légale, dans la mesure où elle crée une obligation indifférenciée, n'incite pas les entreprises à dépasser ce seuil. Or, les dépenses qui sont librement consenties, les dépenses qui sont volontaires de la part des entreprises, ce sont a priori les dépenses les plus efficaces. Il faut laisser quand même aux entreprises et aux salariés sur le terrain une capacité à distinguer ce qui est de l'ordre du besoin et ce qui est de l'ordre de la contrainte. Or, l'obligation légale n'incite pas à faire peser la dépense sur la partie librement consentie et librement volontaire. Il n'y a aucune incitation à dépasser ces seuils. Et ça, c'est l'autre aspect. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je réponds à votre question. Qu'est-ce qu'on fait ? On pense à un système qui finalement, consisterait à sortir graduellement, progressivement de l'obligation légale, en lui substituant des mécanismes, notamment des mécanismes qui existent à l'étranger, parce qu'on s'est beaucoup inspiré dans ce rapport de ce qui se fait à l'étranger, des mécanismes de subvention. Quel est l'intérêt des subventions ? Comment elles sont financées ? Des subventions que toucheraient les entreprises ? Alors, que toucheraient les entreprises ou que toucheraient les salariés ? D'accord. L'intérêt des subventions, il est double. Le premier intérêt, c'est qu'on peut les moduler. On peut les moduler en fonction de critères d'équité. Aujourd'hui, les salariés qui sont à Bac-5 ont moins de chances d'accéder à la formation que les salariés qui sont à Bac+5. Si vous voulez faire un MBA, c'est assez facile d'obtenir un financement pour votre formation, pas forcément en cas d'obligation légale, mais si vous voulez faire un master ou quoi que ce soit, c'est facile. Le principe des subventions consisterait à dire on met en œuvre un droit différé à la formation. Les gens qui ont arrêté leurs études très tôt, on va subventionner leurs actions de formation à hauteur de 80%. Ils sont prioritaires et surtout ils sont plus subventionnés.
On subventionne leurs actions de formation à 90-80%. Donc un système plus égalitaire qu'aujourd'hui. Exactement. L'idée, c'est de répondre à la question des inégalités. Et encore une fois, cette réponse, elle passe par la modularisation, ou la modulation, excusez-moi, des subventions. 5% de subventions pour le cadre de haut niveau chez Thales qui a envie de faire une formation et un peu plus pour et 95% pour le salarié en difficulté qui est en passe de perdre son emploi. Ça, c'est le premier principe. Et encore une fois, c'est un principe qui fonctionne dans d'autres pays. Je pense notamment aux Pays-Bas. Les subventions, on peut les imaginer sous différentes formes. La manière la plus simple, et justement on répond aussi à la complexité du système comme ça, c'est d'envisager des systèmes de crédit d'impôt. Aujourd'hui, comme je vous le disais, trouver un financement pour sa formation quand on est une entreprise, mais surtout quand on est un salarié ou un demandeur d'emploi, c'est compliqué. Imaginez un système dans lequel il suffirait pour être financé de déduire de sa feuille d'imposition les sommes pour la formation. Ou alors, si vous n'êtes pas imposable, de recevoir une subvention sous forme d'impôt négatif, comme la prime pour l'emploi par exemple. Ça simplifierait considérablement le système et de manière très opérationnelle. Alors, si l'on se place du point de vue des usagers, cette fois, on l'a dit, c'est très compliqué de s'y retrouver dans la multiplicité des dispositifs qui existent. C'est compliqué de monter un dossier. Et là-dessus, votre rapport ne change pas vraiment la donne. Qu'est-ce que vous proposez pour simplifier ces dispositifs ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose de simplifier l'accès au financement en substituant justement à cette obligation légale des systèmes de subvention sous forme de crédit d'impôt. Concrètement, on va déduire de sa fiche d'imposition les sommes qu'on dépense pour sa propre formation, on va toucher des subventions. C'est plus incitatif et puis surtout c'est plus direct, puisqu'on n'a pas besoin de se tourner vers des institutions intermédiaires pour obtenir le financement. Donc on ne fait plus de dossiers ? On peut toujours faire des dossiers concrètement dépensés pour la formation, c'est d'ailleurs le second aspect de la simplification, ça doit s'inscrire dans une logique d'efficacité. Si on dépense pour des formations qui sont réalisées auprès de prestataires certifiés, et c'est ça qu'on défend aussi dans ce rapport, c'est l'idée de faire progresser la certification, eh bien on doit pouvoir déduire ces dépenses de notre feuille d'impôt. Donc, remplacer le système de l'obligation légale par un système de subvention et accroître la certification des formations, de sorte que les agents, ce sont les salariés, les demandeurs d'emploi, se retrouvent un petit peu mieux dans cette offre assez pléthorique qui est celle de la formation professionnelle. Il y a plus de 50 000 prestataires, même si tous n'ont pas forcément une activité à plein temps, tous ne sont pas forcément à 100% dans la formation. Et il faut donner des informations pour simplifier justement le système et pour simplifier l'accès à la formation. Du point de vue plus spécifiquement des demandeurs d'emploi qui ont de grosses difficultés d'accéder à la formation. Ce qu'on propose aussi, c'est de simplifier le système en généralisant le principe des chèques formation. Qu'est-ce que c'est que le chèque formation ? Eh bien, c'est une somme qui est donnée, alors qu'on peut moduler encore une fois suivant des critères d'équité. On donne plus aux gens qui sont très loin de l'emploi qu'aux gens qui sont très près de l'emploi. Mais c'est une somme qui est donnée à tous les demandeurs d'emploi qui peuvent investir dans la formation ou alors qu'ils peuvent conserver sous forme d'assurance chômage. En tout état de cause, c'est une somme avec laquelle ils peuvent eux-mêmes, sans passer par l'institution Pôle emploi ou sans passer par les organismes financeurs, aller voir les prestataires de formation. Et donc c'est une manière de désintermédier le système et de le simplifier. Alors on touche là à un des aspects de votre rapport, c'est que dans votre rapport, les OPCA, c'est-à-dire les organismes collecteurs, sont particulièrement dans le viseur, et au-delà, le financement des organisations syndicales. Et d'ailleurs, ce rapport a reçu un accueil assez frais de la part des partenaires sociaux. Tout à fait. C'est assez naturel qu'il ait reçu un accueil assez frais. Je précise que dans ce rapport, on n'attaque pas le système des OPCA. On attaque l'obligation légale et on constate que les OPCA, parce qu'effectivement, ils permettent à certaines organisations, de manière tout à fait légale d'ailleurs, de se financer, le système des OPCA contribue à l'inertie du système. C'est difficile pour les partenaires sociaux qui ont à préparer les réformes de la formation professionnelle de remettre en cause de manière radicale un système qui leur permet d'exercer leurs activités. Et encore une fois, dans ces activités, il y a des activités qui sont parfaitement légitimes. Donc ce qu'on dit, c'est simplement que les OPCA, dans leurs missions actuelles, sont un facteur d'inertie. Ce n'est pas un facteur de blocage. On dit explicitement dans ce rapport que les OPCA doivent conserver un rôle dans le système. Et le rôle, c'est justement ce qu'on évoquait à propos de la simplification. La formation et le marché du travail, c'est une articulation très complexe. Il faut donner de l'information aux petites entreprises, aux salariés, aux demandeurs d'emploi. Et ça, les OPCA ont déjà pris ce tournant-là, et la réforme de 2009, on lui reconnaît ça. C'est en limitant le nombre des OPCA et en les professionnalisant, en leur donnant des incitations à s'orienter vers des activités de conseil, elle fait un premier pas. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, et il faudrait que les OPCA prennent à bras-le-corps ces activités de conseil qui ont une utilité sociale et qui ont très probablement de la valeur. Donc ils pourront construire un modèle économique là-dessus, c'est ce dont on est convaincu. Mais en revanche, que l'activité de collecte de l'obligation légale, elle devrait progressivement se diminuer.
Alors, est-ce que ce rapport est un rapport de plus sur la formation professionnelle, quand on sait qu'il y en a eu pas mal, et le Premier ministre vient d'en commander un nouveau au Conseil économique et social d'ailleurs, ou est-ce qu'il a des chances de trouver un écho auprès des responsables politiques dans une période de campagne présidentielle comme celle où l'on se trouve? Alors, ce que je pense, c'est que toute réforme de cette ampleur, qui touche, comme on vient de le dire, au cœur de la démocratie sociale, doit être conçue dans une vision globale, une vision globale de la réforme. Qu'est-ce que ça veut dire? On le dit dans ce rapport, et on l'a dit d'ailleurs dans d'autres contextes, on ne peut pas envisager la réforme de la formation professionnelle sans penser en même temps la réforme du financement et de la représentativité syndicale. Il faut donner plus d'autonomie encore aux organisations syndicales, mais aussi aux organisations patronales, en matière financière. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut donner une liberté et une autonomie financière aux organisations syndicales qu'elles n'ont pas suffisamment à l'heure actuelle. Et c'est ça qui rendra possible la réforme. Une nouvelle réforme, donc. Une nouvelle réforme, une réforme qui finalement pousserait jusqu'au bout celle de 2009, c'est-à-dire ferait des OPCA, des activités des institutions menant des activités de conseil, et surtout qui remettrait en cause cette obligation légale dont encore une fois les effets délétères nous semblent très préjudiciables. Marc Ferracci, merci beaucoup pour ces explications et pour cet éclairage, et à bientôt pour un prochain numéro d'Impact.